Téléspectateurs de Mandé TV, bienvenue sur notre plateau Entretien Brut. Bonjour, bonsoir. Votre émission magazine plateau sur lequel on fait un décryptage de l'actualité nationale, internationale, régionale, voir en revue un petit peu ce qui se passe de part et d'autre. Voilà. Et comme vous le savez très bien, je suis accompagné de deux chroniqueurs. Il s'agit de Monsieur Moussa Oulé Traoré, journaliste et correspondant de Média Guinée. Moussa, Oui, bonjour. bonjour. Ça va? Oui, ça va très bien. Fadima, bonjour à la Côte d'Ivoire. Bonjour à Prigogine. D'accord. On sent qu'il est quelque part au Sahel. Donc, bonjour à Wagner. Bonjour à l'Afrique. Bonjour à Wagner. Bonjour au Oui. Nigeria Non, aussi, parce que je vois que vous avez bonjour au Nigeria. Surtout Tinubu. Bonjour au président. Exactement. Merci beaucoup. Bienvenue sur le plateau. Notre deuxième invité est Monsieur Idrissa Keïta, journaliste consultant, spécialiste de l'actualité de la Guinée-Conakry, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Bonjour Idrissa, bienvenue. Bonjour, bonsoir, je dirais bonsoir. Moi, je saluerai deux personnalités. Tout d'abord, la directrice de cabinet de Madagascar qui vient de sauter pour présomption de corruption. Et un bonjour très amical à Koudou Laurent Gbagbo qu'on retrouve enfin, qui a donné de la voix et qui s'est exprimé sur l'actualité continentale. Exactement. Alors, sans plus tarder, on va aller comme annoncé, ou pas encore annoncé d'ailleurs, je sais qu'ils vont couper ça. C'est compris? Alors, notre plateau aujourd'hui, on va aller tout de suite. Hein. La transition, ça fait 3 ans maintenant, 3 ans de transition, on arrive pratiquement à la fin. Il reste encore quelques mois, beaucoup de choses sont en train de se mettre en place. On va faire le bilan de la transition et on va revoir un petit peu l'actualité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a à l'horizon? Qu'est-ce qui est croustillant? Quels sont les dossiers que vous avez pu pister, fournir, développer tout au long de ces jours-ci? Alors, la transition, on va aller... quel bilan faites-vous de la transition, les 3 mois avec ces différents gouvernements? On a vu cette passation voilà... Exactement. Oui, c'est comme vous l'avez si bien dit, vous savez, nous sommes pratiquement 3 ans de la transition, 3 ans de gouvernance, 3 ans d'Assimi. Les 3 années, vous savez, peut-être tout n'a pas été rouge, donc il y a eu des manquements par rapport à certains nombres de secteurs. Si vous prenez le jour où Ibeka a sauté, donc ce jour-là, c'est pour la petite histoire. Moi, j'étais là-bas, j'étais dans la cour, donc je faisais le direct. Donc avec les militaires, oui, j'étais à Sébéni-Koro quand Ibeka a sauté. À ce moment-là, il y avait une pluie fine qui venait, donc tout ça là, j'étais sur ma moto, donc en faisant le direct pour Média Guinée. Donc c'est un événement que moi j'ai suivi en direct. Jusqu'au niveau du monument de l'indépendance, je me suis limité là-bas, donc je ne suis pas allé à Kati. Ce jour-là, ça a été quand même une journée très historique pour le Mali, pour les Maliens. Un espoir pour la jeunesse, aussi une désolation pour les partisans de BK. Mais 3 ans après, l'on se pose la question. Qu'est-ce qui a changé dans ce pays après 3 ans de la chute de roi Keïta? Donc, mais on a vu que si vous prenez par exemple Fadima, le secteur énergétique, pratiquement, comparativement au régime précédent, au régime du BK, comment dirais-je, au régime de l'enfant de Sungata, franchement, il n'y a pas match. Le bilan est complètement en deçà de l'attente du Malien. Des Maliens, quand vous prenez le secteur énergétique, vous et moi, on constate actuellement qu'il y a tellement de décès électriques au Mali. Donc, il y a des coupures de courant par-ci, par-là, chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir au Mali depuis plus de 30 ans.
Mais jamais un régime n'a jamais été médiocre en termes énergétiques que cette transition. Là, quand même, il faut le reconnaître. Quand même, Assimi Goïta, malgré tout le soutien que le peuple lui accorde, maintenant, il n'arrive pas du tout à satisfaire le Mali en termes énergétiques. Quand même, il faut se dire la vérité. Ce secteur manque quand même beaucoup de choses. Ça ne va pas du tout. Il y a coupure de courant. Et il y a même des quartiers même qui n'ont même pas de courant 24 heures sur 24. Donc, il y a 12 sur 12. Et il y a d'autres même qui n'en ont même pas pendant toute la journée. Ici, à Bamako, je ne parle même pas des villes, des régions et autres, mais je parle de Bamako. Donc, moi, par exemple, nous qui sommes dans la commune 4, nous, on n'avait pas l'habitude de coupure impossible de courant actuellement au Mali. Mais avec cette transition, je vois que franchement, ça ne va pas du côté de ces secteurs énergétiques. Donc maintenant, si vous prenez par exemple aussi le coût de la vie, je parle de la cherté, le coût des denrées alimentaires, comparativement au régime d'Ibeka, et je vois aussi qu'il y a une nette différence. Et si vous prenez par exemple les oignons, et vous prenez aussi les ignames, vous prenez quand même d'autres produits, et vous verrez que tellement que les coûts sont tellement excessifs pendant cette transition, je ne sais pas si c'est dû aux sanctions infligées contre le Mali, et jusqu'à présent le Mali ne s'est pas remis à ces sanctions, je ne sais pas, ou bien le coût de la production a diminué, puisqu'il y a certaines denrées, par exemple le Mali est un grand pays producteur de ces cultures, par exemple les oignons, maintenant les aubergines et les tomates, et tout ce qui s'ensuit, même les oignons, et même les oignons et aussi les tarots. Donc tout ça là sont produits ici au Mali. Mais on voit que depuis le début de cette transition, surtout les dernières années de cette transition, on voit les flambées des prix maintenant de ces produits, et les Maliens ont du mal à s'acheter. Il y a même aujourd'hui, si les Maliens pouvaient manger 3 ou 4 fois par jour, mais aujourd'hui avec cette transition, surtout cette année, on peut même plus chasteter un sachet d'eau comme disaient les Ivoiriens, même les beaux flottos, on peut même plus les acheter. Oui, même les beaux flottos, donc on peut même plus acheter ici au Mali, et on a du mal, même avec 5000 francs, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut acheter avec les 5000 francs. Et parfois, il y avait des familles, au temps du régime du BK, il y avait des familles qui pouvaient se nourrir même avec 1000 francs et 1500 comme dépenses. Mais tu ne peux même plus donner 2000 francs à ta femme aujourd'hui d'aller faire la course au marché. Parce que qu'est-ce qu'elle va acheter pendant que le kilo d'oignon grimpe jusqu'à hauteur de 500 francs CFA. Donc, et certains produits aussi, les kilos aussi sont montés maintenant avec Fantaisiste. Donc, on ne sait même plus, même un 5000 francs aujourd'hui pour une famille de 3 à 4 personnes, vous ne pouvez plus maintenant manger à votre faim. Donc, je vois qu'avec ce secteur, c'est un problème. Il faut que le gouvernement revoie aussi ce secteur, maintenant la cherté de la vie. Et si vous prenez encore la sécurité, c'est un point très saignant, c'est très difficile de dire, mais on a cherché Ibeka à cause de ce point, l'insécurité. Les Maliens n'étaient pas à l'abri, et les rebelles gagnaient du terrain. Donc, mais après le départ de Ibeka, malgré tout le soutien qu'accorde le peuple à cette transition, malgré la popularité qu'on a donnée à Assimi Goïta, malgré tout ce qu'on donne comme soutien, parce qu'il faut se dire la vérité, même il y a des manquements, mais les Maliens sont restés unis et un seul et indivisible face à cette transition. Donc maintenant, malgré tout ce qu'on a donné à Assimi à cette transition, on voit que l'insécurité gagne du terrain de jour en jour. Donc il faut voir, par exemple, on a vu Farabougou, qu'on n'avait pas vu au temps du BK. Voilà, on a vu Farabougou qui n'a pas été toujours, Farabougou n'a pas été totalement libéré. La donne a changé. Il faut, oui, après vous allez me contredire. Donc maintenant, on a vu aussi qu'on a cherché Ibeka. On dit l'armée monte en puissance. Mais en tout cas, moi, je ne vois pas une région, après le départ, 3 ans après le départ d'Ibeka, une région qui a été totalement libérée
et que la population circule normalement dans une région pendant cette transition. Quand même, moi, je n'ai pas vu. Donc, cela veut dire que Ibeka est parti. Sur le plan sécuritaire, rien n'a été fait. Et même si, franchement, parce que je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu des frappes, et il n'y a pas eu de chasse à l'homme, et il n'y a pas eu aussi de progrès, mais en ce qui concerne la libération totale de toute une région, c'est quand même aujourd'hui quelque chose qui n'a pas, que c'est un secret de polichinelle, que tous les Maliens regardent aujourd'hui la transition. Et on ne peut pas dire, oui, le Mali est en train de s'équiper. Le Mali est maintenant le pays le plus, comment dirais-je, le plus craint des pays de la sous-région, les pays de la francophonie, bon, je parle. Donc c'est le pays militairement prêt aujourd'hui pour combattre contre les terroristes. Même on n'a pas suffisamment aussi de militaires, parce qu'il faut se dire la vérité, le Mali n'a pas 30 000 hommes comme militaires, donc pour combattre contre ces djihadistes. Donc on a toujours du mal à combattre contre les djihadistes, on a toujours du mal à éradiquer ce phénomène-là ici au Mali. Donc pour vous dire, en résumé, tout ce qui a été fait pendant cette transition, pendant ces 3 ans, et tout n'a pas été négatif. Peut-être Idrissa va prendre le contre-pied, mais pour dire ça, il y a certains secteurs qui n'ont pas été vraiment, que les Maliens n'ont pas été satisfaits à ce secteur. Il s'agit de la sécurité, il s'agit de l'énergie, il s'agit de la cherté de la vie. Donc il faut que la transition revoie ça pour les prochaines années. Je tenais à rassurer mon ami Moussa Oulin Traoré que 3 ans après, le Mali a une image respectée. Le Mali prend part à des sommets internationaux au nom de la diversification des partenariats. Et le Mali est même sollicité à des conférences continentales sur la sécurité en Afrique. Pour ce qui est de la question énergétique, comme vous avez eu à le dire, les remaniements ministériels se font pour toujours corriger la copie. Quand la transition a pris forme, on a fait un cumul pour pouvoir coordonner les choses. C'est-à-dire qu'on a mis et le ministère des Mines avec celui de l'énergie et de l'eau ensemble. Et on sait que le ministre précédent avait multiplié assez d'actions. On a vu ces groupes démonstratifs venus d'ailleurs, pays à pays, pour pouvoir desservir le Malien. Et jusqu'à présent, nous, on n'a pas desservi. Mais justement, c'est la raison pour laquelle il y a maintenant Mme Bintou Kamara, qui d'ailleurs est auditrice, pourra faire un audit, voir si effectivement la non-desserte a été faite de mauvaise foi ou si elle a été faite de bonne foi. Donc, le gouvernement y travaille. Ensuite, vous devez savoir que, avant même que nous entrions dans la transition, déjà, il y avait une récession économique partagée un peu partout à travers le monde. Et même là, coronavirus était passé par là. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une inflation qui touche tous les territoires, de Bamako à Niamey, à Conakry, et je passe. Ensuite, la question agricole, depuis Ibeka, il y avait le défi des engrais. Et même là, ça c'était à la fin de son régime, mais bien avant, il y a quand même eu le scandale des engrais frélatés. Mais vous connaissez le kilo de douanier au temps d'Ibeka, son premier mandat? C'était 200 francs. Bien sûr. Et aujourd'hui, c'est 500 francs. Bien sûr. Mais imaginez l'écart. Mais ce n'est pas la seule chose. Cela veut dire que Ibeka était mieux. Ce n'est pas la seule chose qu'il y a eu. Et cela veut dire que certains Maliens vont demander pardon à Ibeka. Pas obligatoirement, parce qu'il y a aussi certaines choses qui sont quand même à portée de main. Parce que comme je l'ai dit, le Mali a un souci d'engrais depuis plus de 4-5 ans, qui a même fait que souvent, ça a impacté sur la production nationale de coton. Jusqu'à ce que le Mali même perde son statut régional, voire continental, de première force d'or blanc. Ensuite, il faut savoir que le Mali a une image très respectée. Qui aurait pu imaginer, à travers le monde, que le sentiment anti-français allait avoir son déclic, aurait eu pour laboratoire c'est tout ça là, le bilan positif. Le Mali. Et le Mali ne mange pas ça. Vous devez savoir que le président Ibeka le disait, qu'on l'empêchait de se doter d'armement. Il a dit ici, désormais, l'armée monte en puissance. La peur a changé de camp.
Sauf si qu'une raison n'a pas été libérée. Justement, n'oubliez pas que dernièrement, la zone de Ber, le feu a parlé. Oui, Ber n'est pas une région, attention. J'y viens. Ber n'est qu'une faction d'une région. J'y viens. Voilà. Je parle de Ber, où l'armée a eu le dernier mot. Le feu a parlé. Oui. Les FAMA sont effectivement plus en train de monter en puissance, mais de monter sur les tirets. Ensuite, je parle de Farabougou, Fara City. L'armée a des suppléants de certaines nations qui appuient, qui renforcent les capacités. Depuis le départ de la force fantoche de Takuba qui avait été créée pour saboter l'initiative du G5 Sahel créée par le Mali. Et Fara City et certains endroits, même le camp de Bafo à Ségou, sont désormais occupés par ces forces amies là. Et il faudrait savoir aussi que le Mali est très regardant sur sa sécurité. Un pays voisin où le chef de l'État est au cœur des tensions régionales et des tensions économiques et géopolitiques, a eu à le dire que ce chef a été déposé pour que la collaboration prenne forme. Parce qu'il y a ce qui s'appelle la zone des 3 frontières. Zone la plus sensible, la plus touchée, où le Mali, Ouaga et ce pays voisin-là ont une connexion, une synergie réussie. À tel point que même les militaires de ce pays voisin ont eu accès au territoire malien pour bouter les terroristes et ils ont eu quitus du pouvoir malien. Ce qui aurait provoqué une jalousie au sein de la présidence de ce pays pour finalement provoquer les divergences que nous savons. Ensuite... Pour finir assez rapidement cette parenthèse. Et puis... Le dernier point, c'est le point sécuritaire. Le Mali a désormais son école de guerre. Personne ne va dicter au Mali certaines choses. Parce que le Mali a non seulement une école de guerre, et le Mali a eu l'intelligence de militariser toutes les forces de défense et de sécurité. L'indiscipline et le syndicalisme chez les porteurs d'uniformes est désormais clos. Cela voudrait dire que le Mali a décidé d'être souverain et aucune intimidation sous-régionaliste ne pourra faire flancher le Mali. La preuve, la CEDEAO est désavouée par énormément de grandes nations, non des moindres, pour une intervention militaire. Non, pour vous dire que j'aurais souhaité, Fadima, j'aurais souhaité qu'il me disait que le prix de farine a baissé au temps de la transition qu'au régime précédent, que le prix de denrées alimentaires a baissé au temps de la transition qu'au régime précédent. J'aurais souhaité aussi que vous me disiez que la desserte énergétique a été améliorée donc au temps de la transition. Mais quand vous me parlez de cette dignité, un pauvre la dignité, c'est un pauvre quand même, c'est de la pitié. Donc, pour vous dire que nous n'avons pas, peut-être, certes, nous avons besoin de notre dignité, de notre respect, mais au-delà du respect et de la dignité, nous avons besoin aussi de ce que nous devons manger. Imaginez, le Mali a plus de 20 millions d'habitants. Et il y a certaines personnes, c'est ce que j'ai dit, plus de 20 millions d'habitants. C'est officiel, le chiffre a été dit. Oui, ce chiffre n'est pas exact parce qu'on n'a pas compté, toujours c'est dans la probabilité qu'on parle. C'est dit au Conseil des ministres. C'est ce que j'ai dit, c'est dans la probabilité. Ceux qui ont fait les calculs là, ils ont parlé de la probabilité. Vous remettez en cause l'Institut national de la statistique? Oui, parce que si vous prenez toujours le comptage démographique, je vous apprends, c'est toujours dans la probabilité. Donc, c'est pour vous dire que le Mali a plus de 20 millions d'habitants. Mais vous savez, il faut être, comment dirais-je, il faut avoir maintenant un cœur à la place. Je ne sais pas si vous avez le caillou à la place de cœur, mais il y a certains Maliens aujourd'hui qui n'arrivent même pas à manger. Il y a certains Maliens aujourd'hui qui se sont déplacés à cause de la guerre et qui n'ont même pas, maintenant, qui ne peuvent même pas manger une fois par 3 jours. Je vous dis, une fois par 3 jours. Et il y a beaucoup de mendiants aujourd'hui sous cette transition que n'importe quel régime. Donc il faut se dire la vérité. Donc cette question sécuritaire alimentaire, donc il faut que cette transition revoie cela et qu'il nous donne à manger. Segel a dit, le discours nationaliste, oui, c'est vrai, mais à un moment donné, il faut réfléchir comment la population va manger. Sinon, vous serez sous une bombe et que si ça s'éclate, vous aurez les conséquences. Donc, si le Premier ministre a pris le devant, il voit ce qui va advenir. Et je vois des chroniqueurs, je voyais des personnes qui soutenaient cette transition. Et aujourd'hui, qui sont dans la négativité totale et qui ont vu la réalité, qui voient aujourd'hui que franchement, il y a des choses
c'est-à-dire qui se passe aussi dans la transition, et que la sécurité alimentaire n'est pas totalement assurée par cette transition. Il faut se dire la vérité, il y a la cherté de la vie, il faut quand même voir cela, et il faut quand même remédier cette cherté de la vie pour que les Maliens puissent enfin bénéficier du bonheur de la transition. D'accord. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez développer, j'ai compris vos approches sécuritaires, alimentaires et tout ça. Il s'agirait ici de développer le bilan politique. Le bilan politique, je pense qu'on le zappe un petit peu, on l'oublie. Pourtant, c'est un élément assez important. Et c'est les bilans politiques qui font en sorte qu'une politique réellement est bien assise dans un pays. Alors moi, le bilan politique, je dirais tout simplement que nous sommes dans la 4e République. Là où ces régimes que semble défendre mon vis-à-vis ont échoué, la Constitution, le Mali courra la transition a réussi là. Nous avons un référendum qui a été adopté à plus, même si je dirais près de 100% du peuple. Ensuite, cette nouvelle Constitution, qu'est-ce qu'elle nous permet? Vous l'avez dit, il faut revoir certaines choses. C'est parce que justement certaines choses sont en train d'être revues qu'il y a une nouvelle loi fondamentale. Désormais, ce pays-là dont la diaspora apporte beaucoup est désormais pris en compte. Et cette diaspora peut avoir ses élus. Et le pays est tellement regardant qu'il ouvre même une brèche à la diaspora qui peut prétendre à la magistrature suprême à condition d'être nationaliste jusqu'au bout. Inspiration que m'a donnée une consoeur très célèbre. Ensuite, il faut savoir qu'il y a la possibilité maintenant de la saisine du chef de l'État. Le citoyen a cette possibilité de le faire à travers le Conseil supérieur de la magistrature. Et je crois que ça va faciliter beaucoup de choses. Au lieu que nous allions vers une indiscipline qui a d'ailleurs justifié la suspension même de l'aide aux partis politiques, parce que l'aide aux partis politiques, c'est en partie aussi pour instaurer le civisme, mais parce que des populations étaient mécontentes, parfois instrumentalisées, elles ont pris les rues. Donc les institutions ont été remises en cause, ont été affaiblies. Désormais, la donne change avec la nouvelle République. On peut maintenant saisir le chef de l'État à travers le Conseil supérieur de la magistrature. Encore aussi que le Parlement peut, à cette possibilité-là même de démettre le président de la République. Aussi, comme je l'ai dit, il y a désormais une école de guerre et le Mali de maintenant peut aller de l'avant. Et ne pas oublier que au niveau du bilan politique, on a quand même déjà eu 2 premiers ministres, le PM Mokhtar Wane et aussi le PM Dr Choguel Kokala Maïga. Le PM Mokhtar Wane a sérieusement été ébranlé avec les guerres syndicales menées en son temps par l'UNTM, jusqu'à ce qu'il a même provoqué une exaspération du président Badaou d'alors. Et finalement, il a quand même pu mettre les choses dans l'ordre. Des divergences seraient venues sur la liste du gouvernement qui aurait dû suivre, mais finalement, nous sommes avec le docteur Choguel Maïga qui est à l'heure de la rectification. Cela voudrait donc dire que la transition revoit les choses, et c'est justement pour ça qu'ils ont compris que la politique vitale du pays qui tournerait autour de l'accord d'Alger est caduque. Et désormais, on voudrait donc une application intelligente, puisque les mouvements armés refusent une relecture, tiennent mordicus à ce qui a été dit, à savoir les polices territoriales et autres, et voudraient intégrer l'armée avec des grades obtenus pendant la rébellion. Donc c'est pour vous dire que désormais tout est cadré. La nouvelle constitution permet au Mali d'aller de l'avant. Et une fois que les futures élections seront faites, vous voyez le fair play du pouvoir, convier toute la classe politique et convier même la société civile pour que chacun puisse donner son avis. Je crois que la démocratie n'est pas en marche, mais la démocratie est en orbite. Ça, c'est votre avis. Oui, en tout cas, le bilan politique, selon mon adversaire, je ne sais pas, je ne dirais pas qu'il me déçoit,
Mais à la limite, hein, quand oui, ça devient un adversaire, je ne dirais pas qu'il me déçoit. Mais selon lui, le bilan politique est positif quand on emprisonne un vis-à-vis, comme un politicien, maintenant qu'on a laissé en prison jusqu'à ce qu'il est décédé. C'est bilan politique positif. Bilan politique positif quand on a exilé maintenant les opposants, on les a forcés en exil. Et ils sont, oui. Je crois que c'est le cas aussi en Guinée, là. Oui, non, tu ne un dirais pas certain le contraire, c'est le Selou bilan Diallo politique. et un certain Je suis en Alpha train d'énumérer ton bilan politique positif. C'est propre à toutes Oui. les transitions, je crois. Non, ce n'est pas propre à toutes les transitions. ATT n'a pas fait ça en 91, je pense. Je parle des Non, transitions attention. actuelles, Moi, de la souveraineté. Ah, cela veut dire que Un le bilan certain Alpha Condé, un c'est certain un Selou bilan- Diallo c'est et un un bilan certain positif. Sidya Touré C'est un bilan sont positif hors du politique. pays. Non, je ne suis pas Ils sont d'accord. parfois portés vers la Et déstabilisation. selon vous, les Boussissé, les Omar Maruko et les autres opposants, maintenant qui sont en exil forcé, maintenant, et cet exil forcé-là sont des bilans positifs. Tu penses? Boubou Cissé n'est pas un opposant. On y Oui, va, non, on y va. maintenant, les bilans Développez. positifs, quand on a rendu obsolète les propos des politiciens qui sont restés ici, puisque quand vous parlez, c'est MCA qui vous attend. C'est bilan positif. Et ce bilan positif, et quand on décide une loi et qu'on engage le Mali dans une guerre et sans passer, c'est-à-dire d'abord qu'on élabore une constitution et dignement élaborer la 4e République que toi tu te vends ici, et qu'on soit le premier à violer cette constitution, puisque dans cette constitution, il y a des procédures qui disent que le coup d'État est un crime imprescriptible. C'est condamné et c'est un crime imprescriptible. C'est dans la constitution. La même constitution et le même gouvernement soutient un autre coup d'État dans un autre pays, Non. et pourtant c'est condamné dans son pays. Attention, c'est un bilan positif. Attention, c'est un bilan positif. Non, mais c'est un bilan positif politique. C'est un bilan positif politique. Mais une invasion C'est un bilan positif politique. Et quand on n'arrive pas à organiser les élections, c'est un bilan positif pendant que nous sommes à 8 mois, à 7 mois, bientôt même 6 mois des élections. Il n'y a pas d'indice d'organisation des élections. C'est un bilan positif. Je vais vous répondre. Mais attention, vous ne me direz pas le contraire. D'accord. D'abord, permettez-moi s'il vous plaît, Madame Fadima. Assez rapidement alors. D'abord, n'oubliez pas que l'arène politique sur place ici a quand même fait 30 ans aux affaires. Depuis 2018. Non, je ne parle pas des politiciens. Non. Attention. Depuis les dernières je ne parle élections. pas des politiciens. Non, quand vous parlez de ceux-là qui sont exilés, ce sont des gens qui étaient là en 92 contre Moussa Traoré. Oui. Ce que je veux dire, c'est que depuis 30 ans, ces gens-là étaient aux affaires. Et tenez-vous bien, depuis 2018, quand Feu Ibeka s'affrontait à Feu Soumaïla Cissé, la question était déjà sur la table. Hein. La remise en cause des leaders politiques était là. Et nul n'est dupe. Quand les populations ont pris les rues autour du fameux imam de Badalabougou, ce sont les alliés. Imam Diko, c'est pas fameux imam. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Mahmoud Diko. C'est de qui nous parlons. Mahmoud Diko. Donc, ce sont même les alliés de ce pouvoir-là, défunts, qui ont pris la rue. Donc, les militaires, quand ils viennent parachever, ils ne sont pas dupes. Ils savent à qui ils ont affaire. C'est la raison pour laquelle... Et encore, vous savez, il y a une chose aussi qui a facilité quand même le déclin. Certains n'ont pas retenu les leçons. Nous sommes à la veille du congrès extraordinaire du parti présidentiel RPM. Parti dont dans les statuts, le mandat est fini depuis plus d'une année. Mais que s'est-il passé? Le parti a été renversé avec un président qui a refusé de faire son mea culpa pour finalement prétendre être le candidat du parti. Le parti est en 2 blocs. Il y a même un 3e bloc parce que celui qui fut le président de l'Assemblée nationale en 2020, l'honorable Moussa Tembélé, a dû quitter, créer une branche, ça a affaibli. Ils n'ont pas retenu les leçons, il y a 2 blocs, ils se sont trimballés au vu au su de tout le monde devant les juridictions. Mais ça, c'est interne, ça. Ce n'est pas interne. Oui, c'est interne. C'est interne, cela n'engage pas la transition. Non, cela n'engage pas la transition. La question est importante. Après, il y a le parti aussi de Soumaïla Cissé, l'URD, qui allait dans la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé au bout du compte? Nous avons l'EDR et nous avons l'URD. Et au début, on pensait que c'est l'URD qui était fort. Mais à travers maintenant les récentes sorties sur le terrain et les démissions ça et là,
au sein des rangs de l'URD, on se rend compte que l'EDR est fort. Mais malgré tout ça, ce grand parti historique, l'URD, ce grand parti historique, le RPM, sont quasiment tombés, sont quasiment à l'agonie. C'est dire aussi que, en plus de savoir qu'il y a ces jeunes-là qui ont pris le pouvoir. Donc pour vous, les partis politiques sont carrément morts ici au Mali. Beaucoup sont morts de leur mort. Ils auraient dû être soudés à l'interne pour pouvoir renverser. Mais comme on le dit, mieux quand certains sont divisés, plus c'est facile. Oh, mais est-ce que la transition n'a pas facilité à ce contrôler ce qu'ils veulent? Oui. Est-ce que aussi vous pensez qu'on peut estimer un aspect positif avec le mutisme des partis politiques quand même? La transition devait être, comment dirais-je, un espace où ces entités aussi arrivent à s'exprimer. Mais aujourd'hui, il y a quand même une certaine frustration à leur niveau. Il y a mais les gens sont frustrés, mais ils ne peuvent pas parler. Beaucoup de politiciens. Oui, beaucoup de politiciens. Non, entre les armes, parce que nous sommes. Même nous, dans le studio ici, on a peur. Quand on parle, on ne peut pas se retrouver au MCA. Donc tout ça là. La frustration est logique pour deux choses. Parce que d'abord, ceux-là qui sont frustrés ont besoin du retour à l'ordre constitutionnel pour pouvoir être visibles. À défaut, ceux-là qui sont frustrés ont besoin de postes ou négocier des postes. C'est pour ça qu'ils sont muets sur le cas de ces personnes que vous dites. Non. Parce que non, ce n'est pas ça seulement. Il y a des politiciens qui n'ont pas besoin de postes ici, mon ami. Il y a des politiciens qui ont proposé des choses ici. Il y a des politiciens. Et on a été capable d'organiser les élections référendaires ici au Mali pendant c'est-à-dire dans cette insécurité totale. Et maintenant, quand on demande de faire les élections législatives, les élections présidentielles, on va dire que non, le Mali est occupé. Donc, toi, tu parles ça comme... Il n'a dit que le Mali était occupé. Soyez dans le mais pourquoi on n'organise pas les élections? Pourquoi la question de cette élection n'est pas sur la table actuellement? Justement sur ces avec quel parti politique? Et pendant ce temps-là, les plus grands partis politiques, les partis politiques les plus influents sont réduits je ne sais pas, à zéro. Un courrier a été envoyé à tout le monde. Ceux qui n'ont pas voulu partir, les gens ne peuvent même plus parler. Le train va aller sans eux. Quand ils voudront rejoindre le train, ils le rejoindront. Nous sommes dans le régime, nous sommes toujours dans le royaume de Soumaoro Kanté, où les gens ne parlent. On va essayer d'avancer avec ça. On a compris le bilan est assez mitigé pour truc. Mais par rapport à ce bilan de la transition, il y a aussi un aspect qui a besoin d'être assez éclairci. Il s'agit de l'accord de paix. Actuellement, vous pensez quoi que pendant comment cet aspect, ce dossier, si on peut le dire, a été traité selon vous? Il a été bien traité ou pas? Ou jusque-là, il n'y a pas eu d'avancée? Cette fois-ci, je vais rejoindre mon ami. Vous savez, s'il y a quelque chose qui me fait mal ici au Mali, qui me fascine, c'est l'accord d'Alger. Je ne sais pas, ceux qui ont élaboré cet accord, si c'était des vrais Maliens, ou si c'était des intellectuels, moi je me demande jusqu'à présent. Puisque tout le problème de cette transition aujourd'hui, si vous voyez que la transition a du mal à faire face à certaines situations politiques ou sécuritaires aujourd'hui, c'est dû à l'applicabilité ou à la présence de cet accord d'Alger. Moi, je l'ai parcouru. J'ai participé à certaines réunions à l'hôtel Sheraton. Donc aujourd'hui c'est Radisson Collection, je ne sais pas. Attention, on fait de la pub. Oh non, ça c'est pas de la pub, c'est le nom. Donc à l'époque, je parlais, à l'époque c'est le nom. Donc maintenant, j'ai participé à des réunions et avec les Fayoulou et beaucoup de diplomates. Oui. Et je me suis fait déjà un résumé. J'ai vu que vraiment, avec cet accord, le Mali était parti pour un pays fédéral. Il faut se dire la vérité. Donc la transition, moi je soutiens 100% la position de la transition actuelle face à cet accord. Et je suis pour ceux qui mettent en cause l'applicabilité, même la disparition même de cet accord. Il faut revoir cet accord. Moi quand même je suis d'avis, il faut revoir cet accord pour permettre au Mali de retrouver sa souveraineté. Et pour permettre au Mali d'être un et indivisible. Je suis pour. D'accord. Mais la rélecture est vraiment le débat. Pas rélecture, le revoir.
À revoir. cet accord. La rélecture, le revoir, c'est pratiquement la même chose. Non, quand on dit rélecture, on peut lire seulement et puis passer. Les articles, mais là, la revue. La revue totale. Et qu'on revienne, il y a certaines dispositions, qu'on efface cette disposition carrément. Et pour permettre au Mali de retrouver sa dignité et sa souveraineté. Ça, il faut se dire la vérité. D'accord. Idrissa, allez-y. Parfois, je regrette l'accord de Ouagadougou qui avait été pris au départ. Parce que cet accord de Ouagadougou, hein, on l'a vu, il a permis que Kidal, dont le statut fait polémique, soit dans le processus électoral en 2013. C'est justement parce qu'il n'y avait pas un consensus, quelque chose pour cadrer ça, que finalement, lors du référendum, Kidal n'a pas voté. C'est la raison pour laquelle on a vu le ministre de la Réconciliation nationale, le patron de la sécurité d'État et aujourd'hui les communautés Touareg, les cadres, le summum, se réunir pour chercher une solution à la question. Je regrette beaucoup cet accord. Et quelque part, j'en veux au président Ibeka. Parce que... Pas au président Ibeka, il faut dire les émissaires qu'il a envoyés. Non, j'y viens. On n'est même pas encore dans la page de les procédures intellectuelles. On n'est pas encore à la... Non. L'émissaire, il était très bon. C'était M. Tcheblin Dramé qui a négocié, qui nous a pondu ça. Il n'est pas le seul. Et non, c'était lui le chef de file. C'était lui le médiateur du Mali sur la question. Le résultat qu'il a donné, c'était l'accord de Ouagadougou, qui a permis qu'il y ait vraiment des élections à travers tout le territoire. Mais quand le président Ibeka a été élu, il fallait quand même 3 mois, comme on l'a dit au président élu, pour pouvoir tout coordonner. Hein. C'est-à-dire que toutes les entités, toutes les régions étaient dans les rangs. Mais finalement, il a diversifié ses partenaires. Il est allé vers l'Algérie, même s'il allait au départ vers le Maroc, mais finalement il s'est retrouvé à aller vers l'Algérie pour aller vers l'accord d'Alger. Qu'est-ce qui se passe? 8 ans, pas 8 mois, pas 8 semaines, mais 8 ans après. 3 ans après qu'Ibeka ne soit plus là, finalement, l'accord, il n'est d'aucune utilité. À l'instant où nous parlons, l'accord qui ouvrait la voie même à une armée commune, consensuelle, c'est-à-dire l'armée reconstituée, c'est mort depuis plus d'1 an. C'est maintenant des affrontements frontaux entre l'armée nationale, les FAMA et les mouvements armés. L'accord, pour moi, ce n'est vraiment plus une solution. Il est caduc. On avait eu une solution un peu locale. L'imam Mahmoud Diko, l'imam de toutes les sources, qui pourrait être celui de Badalabougou auquel je faisais allusion, oui, a eu à être le médiateur du chef de l'État auprès des mouvements armés, les bons offices. Et le résultat qu'il avait eu, ce n'était qu'une seule chose, le dialogue direct. Ce que a refusé le président Ibeka, au motif que, lors de la signature de l'accord, un appel solennel a été lancé. Quiconque n'a pas payé part doit être traité comme des ennemis. Pourtant, quand l'imam Mahmoud Diko allait en cette mission, qu'est-ce qu'on avait constaté? Après la signature de l'accord, ça n'a jamais suivi. Les hostilités continuent. Les hostilités se sont étendues au Burkina, dans cet hôtel. On sait ce qui s'est passé là-bas. À Grand Bassam, chez moi-même, sur mes terres natales. Et j'en passe dans toute la sous-région. Donc c'est pour dire que l'accord d'Alger, il est vraiment caduc. Il doit être banni même. Les Maliens n'en veulent pas. La population lambda a pris connaissance maintenant du contenu de cet accord et qui a été fait à dessein par des pseudo-intellectuels qui n'ont ni foi ni dignité, qui ont élaboré cet accord. Donc il faut faire disparaître cet accord. On va prendre un autre dossier. Il y a eu les états généraux sur la migration, ou de la migration, pardon. Moussa, vous êtes beaucoup penché dessus, vous étiez sur place sur le terrain. Oui. Il s'agissait évidemment de sortir des grands axes assez important concernant la migration. Oui, oui, pendant la semaine passée, il y a eu les états généraux de la migration, les assises, bon, on peut dire comme ça, qui a été présidé finalement par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, même si c'était souhaité par les organisateurs ou par la diaspora que le président lui-même, qui avait dépensé, parce que j'ai entendu un budget de plus de
je ne sais pas si c'est 800 millions de francs CFA pour organiser les États généraux. C'était une somme très colossale. Bon, je ne vais pas critiquer maintenant le budget. Mais je la vais diaspora dire reste une circonscription politique, c'est oui, un enjeu oui, 6 millions de personnes, oui, je les accorde maintenant le minimum de doute. Donc maintenant, le Premier ministre Choguel Kogala Maïga a présidé cette réunion. Il y a quelque chose, avant de rentrer d'abord dans tout ce qui a eu lieu au cours de ces 3 jours. Il y a d'abord le discours du président, du Premier ministre Choguel Kogala Maïga. Je ne vais pas d'abord décortiquer son discours, mais je vais prendre d'abord une partie où vous et moi, on a suivi, où il s'est adressé à ses partenaires au pays, la Côte d'Ivoire, le pays de la Teranga. Donc maintenant, s'agissant du pays de la Teranga, du Sénégal, le Premier ministre Choguel Kogala Maïga a fait un rappel historique. D'abord, il a fait un appel, et cet appel n'a pour objectif que de dire au président Macky Sall d'être cohérent parfois dans ce qu'il dit, dans ses propos. Et il a rappelé au président Macky Sall, et ce qu'il avait dit il y a 3 ans de cela, concernant le Mali, concernant la transition, et aujourd'hui ce qu'il dit concernant la sous-région. Donc, si vous voyez ces 2 propos, vous verrez que Macky Sall même n'est pas cohérent dans ce qu'il dit. Ça, c'est un rappel. Et il a fait sortir encore une prophétie du président Houphouët-Boigny, qui a fait 33 ans au pouvoir en Côte d'Ivoire, de 1960 à 1993, et qui avait dit dans les années 80 qu'il pourrait, un jour, il pourrait y avoir des régimes en Afrique, et des peuples qui vont demander des comptes, qui vont demander la liberté. Et aujourd'hui, est-ce que le président Houphouët faisait allusion à cette époque d'Assimi, à ce temps d'Assimi? C'est ce que le Premier ministre est en train de trouver les points de concordance entre le propos, la prophétie du président Houphouët-Boigny. Tout coïncide, hein? Et cette coïncidence maintenant de la venue en puissance du président Traoré et du président Goïta au pouvoir, parce que je ne dirais pas le président Doumbouya. Donc, oui, donc les 2 colonels plus un capitaine. Donc maintenant, le Premier ministre cherchait quoi? Le Premier ministre cherchait un objectif. Selon, si vous analysez ce discours, vous allez voir que si l'aspect historique est là, oui, mais le Premier ministre s'adresse à la jeunesse de ce pays. D'abord, il s'adresse à la jeunesse du Sénégal en disant que votre président est incohérent dans ce qu'il dit. Voici le président Macky Sall, maintenant, qui était panafricaniste à un moment donné, et aujourd'hui qui est dans la peau de la France pour combattre contre un pays frère Niger, et qui est en train de dire aussi aux Ivoiriens, oui, vous êtes dans un pays qui est fortement endetté, même s'il y a maintenant ce développement de façade maintenant qu'on vous brandit chaque fois que le pays est en train de construire le 5e pont ou 6e pont. Mais vous avez vu ce que votre père fondateur avait dit à un moment donné, et qu'il sous-entendait que vous êtes là, oui, la Côte d'Ivoire n'est pas une vache à lait, mais c'est un pays qui est colonisé, mais un jour qui demandera sa liberté. Et ce ne sera pas à mon temps, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis ready à Géraud, et on m'a fait peur, parce qu'on avait dit, on a vu des vidéos qui circulaient à un moment donné, que le président Houphouët-Boigny était, comment dirais-je, communiste, à un moment donné, mais on avait, les Français avaient je ne sais pas comment dirais-je, était derrière le président Houphouët, jusqu'à ce qu'il avait été emprisonné à un moment donné. Donc jusqu'à ce qu'on lui avait fait peur et il a changé de camp. Maintenant, du communisme, il est devenu démocrate, donc pro-occidental. Et jusqu'à ce qu'il est... Bon, c'est pas peur qu'il a changé de camp. Donc c'est pour vous dire que le discours du Premier ministre Assimi Choguel Kogala Maïga, donc lors de cette rencontre, ça n'a pas d'autre objectif, c'est de s'adresser à ces jeunesses africaines, maintenant qui voient aujourd'hui à soutenir le président Assimi
puisque c'est la prophétie du président Houphouët-Boigny. D'accord, Moussa, les états généraux, on va être un petit peu centré, focus là-dessus. Avant que je Parce commence... que tu as quand même déjà fait un décryptage du discours. Oui, du discours, mais j'ai pas encore abordé quelqu'un les qui états dit généraux. qu'il veut revenir plus tard, c'est déjà parti. On y va alors. Avant que je commence à aller dans la question, je voulais rebondir et vous dire que le développement en Côte d'Ivoire n'est pas un développement de façade. Je peux être d'accord avec vous que le président Alassane Ouattara a un troisième mandat qui, aux yeux de beaucoup, est immoral. Non, le mandat ne m'intéresse pas, on ne va pas rentrer dans ça. Il n'aurait pas intérêt à aller vers un quatrième mandat. Oui, le mandat non, on y va. La question des mandats continue. Idrissa, le temps nous fera défaut. Je le redis, le développement en Côte d'Ivoire n'est pas un développement de façade. C'est du concret. Et je vous rappelle que le développement en Côte d'Ivoire a même une appellation, si vous ne le savez pas. Ça s'appelle l'émergence. Vous parlez au nom de la jeunesse. Cette année, c'est l'année de la jeunesse. Je n'ai pas besoin de faire une publicité sur ce qui se passe, sur les chiffres, sur les actions qui s'y passent. Merci. Pour revenir maintenant à notre thématique. Choguel. Je vais prendre le contre-pied. Vous avez assez développé la question de Choguel. Je dirais plutôt que les retrouvailles de la diaspora importent. Parce que vraiment, j'avoue que depuis un moment, on voit que la diaspora est exposée, est au cœur d'une guerre de leadership. D'une part, ces assises sont particulières parce qu'elles tombent juste après la proclamation des résultats du référendum. Désormais, la diaspora, c'est une circonscription. Et donc, ça veut dire qu'il y a certains enjeux, et même qu'ils auraient des élus. Sur ce point, ils peuvent se retrouver. Mais de deux, il y a un point saillant, c'est ce décret d'application du statut de la diaspora. On ne peut pas comprendre qu'un décret qui a été pris, évidemment, qui a été consulté, parce que cette diaspora a ses représentants au sein de l'Assemblée nommée, le CNT. Ils ont travaillé sur ça pour que la diaspora, justement, soit une circonscription, pour que la diaspora ait même des sénateurs. Donc, c'est vraiment un texte valide, c'est un texte consensuel. Et que ce texte il soit promulgué depuis septembre 2021, et à ce jour, ce texte n'est pas appliqué. Et une chose reste très claire là-bas, après 180 jours de présence à Bamako, on n'est plus membre de la diaspora. Et plein de leaders, non des moindres, qui se connaissent et qui nous suivent, savent qu'ils sont dans cet état de fait et maintiennent la non-application de la situation. De deux, comme je l'ai dit, on constate qu'au sein de certaines entités, il y a un dualisme qui est là. Et la défiance de, comment on va dire, des autorités n'est pas bonne. Certains ont eu à la prendre à leurs dépens. Et je crois qu'il faudrait qu'on prône un peu le consensus. On a eu à parler du bilan politique, du bilan même global de la transition. On a vu qu'il y a des dissensions. On a vu qu'il y a des frustrations. Même si l'État essaie aussi de revoir la copie. Donc il ne faudrait pas que nos compatriotes, qui quand même sont des ambassadeurs naturels du pays à travers le monde, affichent une image de division. Ce n'est pas bon. Et enfin, ce que je voulais dire, c'est que le Mali ne peut aller de l'avant comme il faut sans la diaspora. On sait ce que cette diaspora apporte comme contribution au pays. Et donc, il est vraiment important. $1 milliard par an. Justement, c'est la raison pour laquelle même carrément un département leur est attribué. Parce qu'à l'origine, c'était le ministère des Affaires étrangères qui s'occupait de ça. Mais c'est parce que la diaspora est une entité à part entière, a des préoccupations, apporte beaucoup, qu'elle a un ministère qui lui est dédié. Donc pour moi, ces assises comptaient. Et ces assises ont permis de mettre les choses en avant. Pour moi, désormais, il serait temps quand même que nous allions vraiment vers l'application du décret. Il est pris, il est promulgué, pour que ces leaders même de la diaspora respectent nos textes et donnent l'exemple. Soit ils sont des Maliens de l'intérieur, soit ils sont des Maliens établis à l'étranger. D'accord, qu'est-ce qu'il faut s'attendre? On va rester toujours sur ça. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre vraiment des États généraux? C'est vrai qu'il y a ce principe-là de l'immigré qui revient au territoire. Il ne doit pas séjourner assez longtemps, sinon en ce moment il n'est pas considéré comme la diaspora. Mais selon vous, qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait réellement être réalisable dans un délai assez court? Oui, tout dépend de la discrétion du président de la République. Vous savez, dans cette assise de la diaspora, moi, il y a eu
des propositions qui ont été faites par certains, parce que moi je vais dire CSDM 1 et CSDM 2, si vous me permettez de dire. Donc, il y a deux CSDM. C'est votre droit, c'est votre droit le plus absolu. Oui, CSDM 1 et CSDM 2, parce qu'on a vu lors de cette journée donc, des présidents, des factions, donc de l'autre côté, mais avec le CSDM 2, conduit par Mohamed Chérif Aïdara, qui avait fait des propositions. Et il y a une proposition qui a attiré mon attention, c'était, ils ont exhorté au président de la transition la nomination d'un conseil spécial chargé de la question de diaspora. Ça fait partie de leurs recommandations. Donc, ils ont parlé aussi de la création d'une banque d'investissement de la diaspora. Donc, ça fait partie aussi de leurs recommandations. Donc, il y a eu beaucoup de recommandations qui ont été faites par la diaspora, parce qu'il y a eu des panels 1, 2, 3, 4, 5. Donc, les panélistes, même si l'organisation n'a pas été rose comme ça, puisque franchement, il faut se dire que l'organisation a été complètement bâclée. Les organisateurs n'ont pas été à la hauteur. Mais on s'attend quand même, les conclusions qui ont été faites au cours de cette assise seront prises en compte par le président de la transition. Surtout l'application, maintenant, parce que la diaspora s'est fortement opposée à cet article de la binationalité. Binationalité de la Constitution, la nouvelle Constitution. Mais bon, à analyser, peut-être ils ont raison, mais d'autres diront aussi que, franchement, on ne peut pas être le président de la République d'un pays et avoir une double nationalité. Puisque les pays qu'on se compare aujourd'hui, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, on n'a jamais vu des présidents allemands, français, américains, maintenant qui ont des doubles nationalités. D'aucuns diront ça. Donc maintenant, si la diaspora comprenne autrement, dire que franchement, donc il faut enlever cet article dans la Constitution. Peut-être ils ont l'air raison, mais il faut que nous voulons être un pays souverain. Nous verrons la souveraineté, mais la souveraineté rime aussi avec ce qui se passe. Donc si nous voulons être souverains, on ne peut pas avoir un président de double nationalité quand même. Il faut se dire la vérité. Donc je suis désolé pour cette requête. Donc je vais décevoir la diaspora, mais je ne suis pas d'avis pour cela. Donc, pour être président de la République, il faut être malien et avoir des origines maliennes. Il ne faut jamais avoir une double nationalité pour prétendre gouverner ce Mali. D'accord, merci. Assez rapidement, alors, 2 secondes. Moi, quand même, ce que j'ai à dire maintenant, nous allons observer. Hein, nous allons dans une période électorale et la diaspora a eu à s'exprimer avec le gouvernement lors des concertations. Après, les assises ont suivi. Donc on va voir, parce que déjà, comme je l'avais dit, il y a une guerre de leadership. Il serait temps déjà que la justice maintenant commence à cadrer ce contexte de guerre d'ego pour que vraiment le Mali ait des leaders représentatifs et qui ne trimballent pas de casserole. D'accord, merci beaucoup. Pour revenir un petit peu au discours du PM, Choguel Kokala Maïga, certains ont pensé que ce n'était pas la bonne tribune. Vos avis par rapport à ça? Moi, je pense que la tribune, elle est bonne. Parce que vous savez, hein, les déclarations qui sont faites ça et là sont toutes suivies par les leaders. Et n'oublions pas que Choguel est quand même politique. Bon, vous voyez, l'opinion malienne surprend. Quand Choguel quand même parle des leaders locaux, il est remis en cause, il y a une levée de bouclier. Mais quand il parle de lâcher en plein vol, et quand il parle du pays de la Teranga, de l'incohérence, ou quand il fait maintenant les prédilections, on apprécie ce Choguel-là. Donc pour moi, c'est vrai qu'il a surpris tout le monde, mais comme on le voit, Choguel désormais est très calculateur. Il ne parle plus n'importe comment et n'importe quand, mais il choisit les tribunes, parce qu'il sait que la diaspora est un groupement de pression. Il sait que la diaspora est à travers le monde. Et il sait qu'il faut se faire plaire de la diaspora, qui quand même en 2018 aussi avait été à suivre des consignes de vote.
D'accord, merci. Oui, Maintenant, Moussa, pour oui, revenir sans sur le discours. être prétentieux, vous savez, les différentes sorties de Choguel Kogola Maïga lui ont donné aujourd'hui une certaine valeur dans la sous-région. Ça, il est la personnalité la plus aimée aujourd'hui en Guinée. Et jusqu'à ce que les Guinéens même envient au Mali, parce que selon certains chroniqueurs, le Mali a un bon Premier ministre par rapport à notre Goumou, maintenant qui a fait une sortie ratée, je ne sais pas, à TV5. Donc il y a 3 jours de cela, qui n'a pas été convaincant. Et où il a été lamentablement frappé par la presse. Donc on dit qu'il devait se servir de l'expérience de Choguel Kogola Maïga et d'être plus éloquent que Choguel Kogola Maïga. Donc cela veut dire que Choguel Kogola Maïga aujourd'hui est une source d'inspiration de la nouvelle génération politique dans la sous-région. Donc tout ce qu'il dit, j'avais eu à dire ici sur ce plateau, tout ce que Choguel dit, il sait là où il faut placer les mots, il connaît là où ce qu'il dit. Donc maintenant, c'est un politicien qui est très rigide et qui connaît très bien le terrain, qui étudie le terrain, parce qu'il sait qu'il s'adresse d'abord à la diaspora, il sait qu'il adresse maintenant... C'est pas la diaspora qu'il vise, mais il s'adresse maintenant, si vous regardez le discours, vous voyez, ce n'est pas que la diaspora seulement qui est visée, mais la nouvelle génération montante. Dans ces pays limitrophes aujourd'hui, la vague que le Mali a commencé aujourd'hui, il faut suivre le pas du Mali. C'est ce que Choguel est en train de faire passer comme message. Donc maintenant, les propos ont eu lieu d'être, c'est le moment, c'est le lieu. Donc, de certains, parce que je ne dirais pas qu'il n'y aura pas d'esprit critique, oui, ils diront que Choguel n'a pas, même si il dit dans la mosquée, on ne va pas dire qu'il n'a pas dit. D'accord, sachez, juste une seconde. Oui, juste une seconde. C'est par rapport au docteur Goumou. N'oubliez pas une chose. Le docteur Choguel Kogola Maïga a près de 70 ans, voire peut-être 80 ans. Je veux dire qu'il a minimum 30, sinon près de 40 ans d'expérience politique, ce qui est l'âge du docteur Goumou. Ensuite, ne faisons pas de comparatif, nous n'en voulons pas vraiment au docteur Goumou, Bernard Goumou. Parce que quand tu regardes les diplomaties entre les deux transitions, elles se font de président à président. On voit toujours Assimi Goïta et le colonel Mamadi Doumbia, ou on voit les deux présidents de CNT ensemble. Mais à ce jour, on n'a jamais vu les deux premiers ministres ensemble. Goumou n'est jamais venu à Bamako. Choguel aussi n'est jamais parti à Conakry. Donc, certes, de façon très informelle, de façon protocolaire, ils ont leur numéro, ils doivent sûrement se concerter. Mais la proximité qu'il faut pour que Goumou apprenne n'est pas là. Et pour clore, qu'est-ce que je veux dire? Goumou, c'est maintenant qu'on le découvre. C'est avec cette transition qu'on le découvre. Il est Premier ministre il y a à peine 1 an. Choguel est dans le gouvernement depuis plus de 30 ans. C'est un entrepreneur voilà, c'est un entrepreneur. Le gouvernement n'est pas une entreprise. Or, Choguel, lui, il a quand même fait toute sa carrière dans la politique. Il est passé par la clandestinité avant de devenir ce qu'il est. Or, Goumou, lui, il vient à peine d'arriver. Il est en train de découvrir les rouages de l'État. Merci Idrissa, c'est gentil. Maintenant, on va boucler tout ce qui est l'actualité nationale. On va aller à l'actualité régionale. On a toujours un dossier qui est là, qui est achevé ou pas achevé, parachevé ou pas parachevé. On a le Nigérien là, Moussa le Nigérien aujourd'hui, il va nous dire. Oui, le petit-fils de Tinubu. Voilà le petit-fils de Tinubu. Là, c'est le Nigérien. Il va nous dire la situation au Niger. Il y a l'Union africaine qui a fait une communication comme quoi le Niger est suspendu des institutions. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Quelle lecture il faut réellement faire? Oui, vous savez, ça a été une déception quand j'ai vu ce communiqué qui ne veut rien dire du tout. Ils ont parlé mais ils n'ont rien dit. Et quand vous dites l'Union africaine a... quand ils ont fait ce communiqué, ils ont dit qu'ils ont pris acte de l'intervention militaire. Mais ils ont mis la condition, mais comment le faire, avec quel budget, et tout ce qui s'ensuit. Cela veut dire que, oui,
de façon tacite, je suis d'accord, mais comment le faire? Donc cela veut dire que l'Union africaine ne sait même pas ce qu'elle dit. Et elle a approuvé, elle n'a pas approuvé. Soit tu es pour, soit tu es contre. Si tu es pour, tu donnes maintenant tout ce qu'il faut pour faciliter l'intervention militaire. Mais je vois que l'Union africaine est aussi dans le traumatisme. Vous savez, leur dernière session qui a eu lieu, tous les pays n'étaient pas d'accord à une intervention militaire. Mais peut-être ils ont dû faire les rangements, les appels par-ci, par-là, les couloirs et autres. L'Union européenne, que moi-même je considère comme le bailleur de l'Union africaine. C'est le cas. Voilà. Donc maintenant, la plupart des fonctionnaires de l'Union africaine sont payés par l'Union européenne. Alpha Condé l'a dit. Ça, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, on va dire, bon, si vous n'acceptez pas l'intervention militaire, on ne va pas vous accorder ce budget, tout ça. C'est pourquoi le ton a changé. Ils ont dit, j'ai pris acte. Sinon, au début, ils avaient réfuté maintenant cette intervention militaire. Au début, on a dit que l'Union africaine s'est désolidarisée de la CEDEAO. Mais aujourd'hui, on voit il y a des largesses maintenant au propos de l'Union africaine. Cela veut dire que le couloir a parlé. Et si le couloir a parlé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire ce banditisme intellectuel. Donc, oui, je prends acte. Ça, c'est terme diplomatique. Et sans donner la suite. Maintenant, et si à la suite de ça, vous suspendez le Niger dans les instances de l'Union africaine. Ça, c'est une réalité, c'est une coutume. Donc, on voit cela. Mais il ne faut pas oublier. Dans les parages, on a vu le président de Wagner, Prigojine au Sahel, qui est venu. Donc, on ne sait pas si c'est pour contrecarrer les éventuelles attaques ou interventions militaires contre un pays souverain comme le Niger. Et on a vu encore dans la semaine, l'Algérie a sorti un communiqué pour interdire tout les survols de l'aviation française sur le territoire algérien. Donc cela veut dire que ce n'est pas, le peuple a déjà compris que ce n'était pas la CEDEAO qui allait faire la frappe, mais plutôt la France. Pourquoi l'Algérie a sorti ce communiqué? Puisque la France a envoyé un courrier en demandant à l'Algérie de lui permettre de survoler maintenant les espaces aériens algériens. Donc c'est pour vous dire que le cas du Niger sera un tournant géopolitique très décisif, puisque si vous regardez le discours de Prigojine, vous allez voir, parce qu'il dit qu'il est venu non seulement montrer la grandeur de la Russie, et en étant reconnaissant à la Russie, et en libérant l'Afrique, maintenant des carcans de terrorisme, de qui? Dans les mains des Occidentaux. Ça, il faut se dire la vérité. Donc maintenant, l'Afrique est devenue un théâtre d'affrontement des grandes puissances. Merci Moussaï. Oui. Quand Prigojine parle, ben c'est Wagner qui parle. Et c'est au nom de Wagner que la fameuse souveraineté a pris forme. Oui. Donc, la situation au Niger, vous savez, l'Union africaine, il faut d'abord aller crescendo. La première déclaration qui a été faite, ce n'était pas l'entité UA. C'était le Conseil paix et sécurité. C'est évidemment eux qui ont dit qu'ils ne sont pas du tout d'accord, qu'ils prennent le contre-pied de la CEDEAO. Ils ne sont pas pour une intervention militaire. Mais évidemment, ça c'était ce démembrement. Mais après, l'instance en elle-même s'est réunie. Sa réponse, elle prend acte. Quand quelqu'un dit qu'il prend acte, ça veut dire qu'il est d'accord. Hein? Non, pas forcément ça. Si. J'ai entendu et j'accepte fondé. Non. Non. Monsieur, si vous... Non, ça c'est un terme très vague. Monsieur Moussa, si vous dites que vous allez me donner un bidon d'eau à boire, vous me l'avez donné. Mais quand je vous dis non, que quand j'ai dit, j'ai entendu. Non, quand je vous dis que j'ai soif. Je peux le faire ou pas? Je peux vous dire que j'ai soif. Vous me donnez un bidon d'eau. Et quand je vous dis que j'ai soif, vous dites juste que vous prenez acte. Ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que justement, c'est deux points. Quand ils disent qu'ils prennent acte et qu'ils disent qu'ils sont suspendus, ça veut dire que non seulement ils les verrouillent, mais en même temps, ils sont pour le fait que la CEDEAO se débrouille. Non, ils ont demandé la définition budgétaire de la CEDEAO et maintenant les modalités d'intervention. Attention.
Bien sûr. Oui, j'ai pris... Parce qu'ils savent que... les modalités. Ils savent qu'actuellement, oui. la CEDEAO veut gérer cette histoire-là avec des pays hors CEDEAO. Il faut le dire avec la France. Pas que la France. Hein. Si. Oui, à la France. Oui. Mais justement, l'armée française qui est au Niger, là, c'est un danger. Moi, j'ai eu à dire ici sur ce plateau, avant même qu'on ne sache qu'il y aurait un coup d'État au Niger, que quiconque ferait un coup d'État, il ne peut pas être ami avec les présidents de la CEDEAO. Et évidemment, par ricochet, tu ne seras pas ami avec la France. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que présentement, le Niger attire toutes les convoitises. Et c'est clair que la Russie va forcément s'afficher. Le coup d'État s'est fait même pendant le sommet Russie-Afrique. Oui. Et c'est le président même du Burkina qui a eu à annoncer que des présidents de la sous-région l'avaient appelé pour l'accuser, lui et Poutine, d'être à l'origine de la situation au Niger. Et on sait qu'il y a l'uranium qui est en jeu. Il y a le pétrole qui est là-bas, mais vraiment la Chine est free. Elle exploite son pétrole, il n'y a pas de bruit autour de ça. Oui. Mais il y a une grande base américaine qui est là. Oui. Et les États-Unis donnent de la voix de plus en plus. Oui. Et puis, vous savez, dans ces litiges géopolitiques, chaque fois que la France a un bras de fer, au départ, c'est elle seule. Mais quand l'affaire prend de l'ampleur, elle la bilatéralise, entraîne plein de pays avec sauf elle. Si les États-Unis sont en train de... Qu'est-ce que je veux dire, par exemple? Il y a d'autres pays comme l'Allemagne qui hausse plus le ton que la France, que les États-Unis. C'est parce que justement, la France a un trafic d'influence. Pour moi, la question au Niger, elle n'est pas finie. Même si les derniers mots de la délégation de la CEDEAO étaient très intimidatifs, à savoir que le plan militaire il est déjà acté, le nombre d'intervenants est connu, et même la date et le jour. Mais on voit aussi que Bamako a fait des déploiements vers Niamey. Oui. Et j'imagine que Ouaga aussi a fait pareil. Oui. Et dernièrement, on a aussi vu une délégation qui est partie en Guinée. Oui. Même si, bon, je n'ai pas vu de délégation, mais reste que déjà, chacun est en train de peaufiner ses armes. On le souhaite tous, on voudrait qu'on aille vers le dialogue. Mais je sais que dans cette histoire, à la longue et à l'allure où on part, le grand perdant, ça devient Bazoum, parce que maintenant, il y a un gouvernement qui est là. Il y a même un plan de jugement de haute trahison qui se dessine contre lui. Oui. Donc ça voudrait dire que si jamais ils font ce jugement, le jugement va rendre caduque cette histoire de démission ou pas de démission. Donc je pense que on va voir ce qui va se passer. L'intervention militaire n'aura jamais lieu. C'est ce que certains pensent. Attendons de voir. On verra tout ça. On espère juste un dénouement assez heureux pour les populations qui souffrent vraiment de cette situation d'embargo. C'est pas dépendant du port de Cotonou. Et Cotonou a vraiment commencé à verrouiller la frontière, à asphyxier, si vous voulez, Niamey. Oui, et il peut passer par Conakry. Oui, mais seulement que pour passer par Conakry, la route la plus tranquille, c'est l'axe à Songo. Et au niveau d'Ansongo, il y a des sérieux soucis sécuritaires. Si, il y a des axes, parce que c'est pourquoi ils sont partis. C'est pourquoi ils sont Alors, partis voir chers collègues, nous sommes à la fin. Votre mot de la fin pour clôturer ce décryptage aujourd'hui. Oui. En 2 secondes même. Très malheureusement, on n'a pas pu aborder tous les sujets. Et vous savez, le débat avec Idrissa, ça a été toujours comme ça. Donc c'est tendu. Jusqu'à ce qu'on a... Bon, on n'a pas abordé le sujet de la Guinée, tout ça là, et l'arrêter. Non, rassurez-vous. Dans les prochaines émissions, on va bientôt, il y a le 5 septembre, la fameuse date de la libération, où vous êtes très attendu. Ouais, donc, il n'y a pas de problème. Je salue la diaspora qui nous regarde à chaque fois. Je salue aussi les autorités guinéennes qui sont là et, au Mali, les autorités de l'ambassade et le ministre Maurice Sanda, que moi-même j'ai vu hier avec maintenant son béret, donc de Donzo, qui est dans son champ, donc qui prône aujourd'hui en Guinée, au lieu de la diplomatie, parce qu'Alpha nous a dit la diplomatie économique, on a passé de la diplomatie politique à la diplomatie économique, et maintenant Maurice Sanda nous a parlé de la diplomatie verte. Vite, donc la diplomatie agricole. Merci beaucoup, Moussa. Idrissa, 2 secondes, pas plus. Moi, je tenais à remercier nos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent. Je les invite toujours à venir sur nos pages Facebook et YouTube. Et aussi, je tiens à les rassurer qu'au niveau d'entretien brut, on apporte notre contribution. L'émission d'aujourd'hui a été très profonde, spécialement le Mali, le bilan de cette transition, où vraiment j'ai eu une position tranchée, Moussa a eu une autre position tranchée.
Comme quoi, ce ne sont pas dans toutes les émissions que nous faisons des tables rondes. Il y a vraiment des émissions où chacun peut prendre une posture totalement opposée à celle des autres. Et on vous donne bientôt rendez-vous pour un nouveau Face à 3. Merci beaucoup pour la promotion et la communication de ce plateau et de Mandé TV, effectivement. Moi, je remercie tous les spectateurs de Mandé TV d'avoir été présents pour ce décryptage-là et j'espère qu'on a donné un rendu assez consistant par rapport à ce que vous attendiez. Voilà. Donc, on se dit une prochaine. Oui. On va toujours saluer le Nigeria et tout. Oui, en tout cas, c'est la tenue, elle est très belle. Oui, Téléspectateurs de Mandé TV, c'est la fin. Nous avions comme thème bilan des 3 ans de transition et évidemment le décryptage de l'actualité. Et nous sommes avec Monsieur Moussa Oulé Traoré, journaliste correspondant de Média Guinée, et Monsieur Idrissa Keïta, consultant journaliste, spécialiste de l'actualité de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry et du Mali. Chers confrères, on se dit à une prochaine pour un autre décryptage. On se dit à la prochaine, téléspectateurs de Mandé TV. Et on remercie les techniciens qui ont assuré la partie technique de ce tournage. À la prochaine.